Ce soir, je demande pardon aux familles des otages pour ne pas avoir pu les ramener en vie. Nous étions proches de les libérer, nous n'y sommes pas parvenus. Mais Israël ne laissera pas passer ce crime atroce. Le Hamas en paiera le prix fort. C'est ce qu'a déclaré hier lors d'une conférence de presse le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et pour en parler, elle est avec nous, c'est notre invitée ce matin, Rina Bassiste, journaliste israélienne. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup Rina d'être avec nous. Effectivement, ce discours qui fait couler beaucoup d'encre. On a entendu hier soir Yair Lapid fustiger notamment cette prise de parole, la qualifiant de spin politique sans intérêt, tandis que Benjamin Netanyahou a reçu le soutien de ses deux ministres, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. Après l'avoir écouté, qu'est-ce que vous retenez, vous Rina, de ce discours? Comment vous l'avez analysé, interprété? Bon, disons que d'abord le clivage n'était clair. On a d'un côté le Premier ministre Benjamin Netanyahou avec ces deux ministres d'extrême droite, comme vous l'avez bien dit, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. De l'autre côté, vous avez l'opposition avec Yair Lapid, mais aussi, et ça c'est important de le dire, avec Benny Gantz et Gadi Eisenkot, qui faisaient partie jusqu'il y a 2 mois de l'establishment sécuritaire. Du cabinet de guerre de M. Netanyahou. Et il faut aussi dire, dans ce clivage, on voit bien que le ministre de la Défense, Yoav Gallant, il est justement de côté de Benny Gantz, de côté de Yair Lapid, de côté de Gadi Eisenkot, parce que pour lui, contrairement à ce que M. Netanyahou a dit, on peut quitter ce corridor de Philadelphie, on peut maintenir la sécurité même si on n'est pas exactement sur place, avec d'autres moyens, c'est des senseurs, des moyens technologiques, etc., un accord avec l'Égypte. Et là, c'est ça le clivage, en fait. Alors justement, c'est toute la question. Et Benjamin Netanyahou, lui, le dit, on a tenté de faire ça au Sud-Liban et nous sommes jamais revenus. On nous dit de partir pendant 42 jours, mais nous ne pourrons pas revenir. C'est en tout cas l'argument principal donné par Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, ce qui est compliqué à comprendre, en fait, c'est que si on a écouté non seulement son discours, mais aussi la conférence de presse, les échanges avec les journalistes, M. Netanyahou a bien admis que tous les chefs des agences de sécurité, si c'est les chefs de Tzahal, si c'est les chefs de Mossad, les chefs de Shin Bet et toutes les agences de sécurité israéliennes, sont tous d'un avis contraire à son avis à lui. Et donc ça, c'est quelque chose, je crois, qui est extrêmement difficile à avaler et comprendre comment ça peut être qu'il y a un gouvernement, il y a un chef de gouvernement qui trouve que la vie de tous les chefs des agences de sécurité est fausse. C'est-à-dire qu'il y a deux arguments qui s'opposent en fait, Rina. Pour Benjamin Netanyahou, exiger des concessions israéliennes montrerait au Hamas qu'il a la liberté de tuer plus d'otages. Et à l'inverse, ceux qui sont justement pour le retrait de l'axe de Philadelphie disent que ça permettra de sauver les otages. Ça, c'est aussi le cœur du problème parce qu'on a vu que plus Tzahal avançait, plus le Hamas avait peur et avait d'ailleurs reçu l'ordre de tuer les otages s'il y avait le moindre doute que l'armée puisse arriver et sauver les otages. Exactement, c'est l'argument que les familles des otages avancent presque dès le début, parce qu'on sait très bien que les otages sont retenus, ils servent comme des boucliers humains pour le terroriste de Hamas. Donc, les familles disent, il n'y a pas moyen, on a sauvé, c'est vrai, on a sauvé 8 otages, c'était extraordinaire, formidable, tout le peuple d'Israël s'est réjoui, 8 otages sauvés vivants des mains de Hamas par des opérations militaires, mais les autres, on parle presque de 100 personnes qui étaient sauvées, qui étaient libérées, en fait, avec cet accord de fin novembre. Il fallait un accord, justement, pour les sauver, et on est plus ou moins dans le même cas de figure. Il faudra un accord pour sauver les autres. Ça ne marchera pas avec des opérations militaires, et plus on attend aussi, moins, en fait, il y aura des personnes vivantes à sauver. C'est ça C'est vrai que ça ne marchera pas, c'est ce que vous dites, la pression militaire. Et pourtant, c'est vrai que quand il y avait eu ces accords en novembre, la pression sur Gaza était beaucoup plus forte en réalité. Et certains disent justement que la pression doit encore davantage être mise sur le Hamas en, par exemple, ne livrant pas forcément autant d'aide humanitaire, ce qui pourrait étrangler le Hamas et les forcer à accepter un accord. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des personnes, des Israéliens qui disent ça, qu'il ne faudrait pas de livraison d'aide pendant un certain temps pour forcer le Hamas à accepter des compromis?
Bon, d'abord, je pense que mettre ensemble l'assistance humanitaire et la libération, c'est quelque chose. Ça nous avance pas trop Ouais. parce que, bien sûr, Mais il y a aussi. certains le proposent. Hein, Oui, ouais. certains les Ouais. proposent, mais bien sûr, il y a des milliers de personnes qui souffrent. Et il y a beaucoup entre eux qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est Bien sûr, passé. bien sûr. Et le 7 octobre, je crois que personne ne leur veut de mal. Et maintenant, je comprends bien cette idée, cet argument qu'il faut mettre la pression militaire pour que Hamas cède. Mais là, on est vraiment dans une situation où on voit que chaque jour, chaque heure, chaque minute compte pour la vie de ces otages. Donc, on n'a pas, d'une certaine façon, on n'a pas cette luxe, en fait, de mettre la pression, d'avancer, de rester là-bas. On ne peut pas parce que chaque jour, on a de moins en moins de personnes vivant. À la fin, il n'y aura plus personne à Ouais. sauver. Et là, en plus, on est assez avancé dans les négociations. Mais il faudra justement que M. Netanyahu cède d'une certaine façon sur cette question de corridor de Philadelphie pour y arriver. Ce sera le seul moyen pour vous qu'un accord puisse être signé, puisque c'est vrai que aussi ça fait partie de la tradition sioniste, de la tradition juive, de ramener tous les captifs. C'est aussi ça devrait être l'objectif prioritaire d'Israël. On voit que finalement la lutte contre le Hamas passe avant, peut-être pour le gouvernement israélien, avant la libération des otages. Je crois qu'on a tous entendu ces derniers jours les propos, si c'est le président Joe Biden ou ses collaborateurs Anthony Blinken et les autres, disant que là, il faudra arriver à un accord. Les États-Unis ont mis tous les moyens possibles pour aider Israël. Il y a un engagement militaire, on voit une présence militaire renforcée dans la région. Il y a tous les médiateurs qui vont à Qatar, qui vont au Caire, qui discutent avec les Égyptiens, qui discutent avec les Qatariens, qui discutent, eux, de leur tour, qui discutent avec Hamas. Et si un accord, on n'arrive pas maintenant, on n'arrivera pas. Surtout que le Hamas va peut-être aussi faire monter les enchères. Et au-delà de l'axe de Philadelphie, on a vu d'ailleurs déjà hier qu'un des porte-parole du Hamas avait demandé que, à présent, Tzahal s'éloigne du corridor de Netzarim. Ça, c'est encore une autre exigence du Hamas. Donc c'est vrai que plus le temps avance, plus les enchères vont monter, plus le Hamas va demander des choses aussi. Oui, disons, c'est un jeu que les deux parties jouent de la même façon. Chacun monte ses enchères justement pour arriver à un accord, mais à un certain moment, il faut céder, je pense. Et là, c'est terrible à dire parce que personne ne veut vivre avec Hamas à côté. On espère tous qu'il n'y aura plus Hamas dans la bande de Gaza. D'abord, pour tous les Israéliens, qu'on n'aura pas une deuxième 7 octobre, mais aussi, je pense, pour les Gazaouites. Et ça, c'est quelque chose, je crois, dans la communauté internationale, tout le monde est d'accord. Mais la question est d'abord, quelle est la priorité? La priorité est d'abord sauver les otages et après, effectivement, il faudra s'assurer qu'il n'y aura plus un 7 octobre. Est-ce qu'il sera possible peut-être de faire céder Benyamin Netanyahou s'il n'accepte toujours pas de se retirer du corridor de Philadelphie? Est-ce qu'en Israël, avec la pression, avec les manifestations, Benyamin Netanyahou pourrait être contraint d'une manière ou d'une autre, politiquement, peut-être, à céder sur ce point-là? Je crois que d'abord, comme on a mentionné le président Biden et son secrétaire d'État Anthony Blinken, d'abord, il s'agit de la pression américaine. Jusqu'à tel point, cette pression peut marcher sur M. Netanyahu. Et on a bien vu, malgré ce discours extrêmement dur, surtout pour les oreilles des familles des otages, et il y avait aussi une visite assez secrète de chef de Mossad qui était révélée hier à Doha. Ce qui veut dire qu'en fait, malgré ces paroles extrêmement dures, malgré ces positions extrêmement non négociables, si vous voulez, les négociations quand même continuent. Est-ce qu'il y a un décalage entre ce que M. Netanyahu dit? Est-ce que c'est destiné surtout pour ces ministres d'extrême droite pour les calmer, ou est-ce que c'est vraiment la ligne qu'il insiste justement? Est-ce que c'est la ligne qu'il veut maintenir sans céder à la pression américaine? On va voir dans les prochains jours, je pense. Merci beaucoup, Rina Bassis. Merci d'avoir été avec nous. Situation extrêmement compliquée en Israël. Et c'est ce qu'on dit, c'est le dilemme d'Israël, choisir entre les otages ou la destruction du Hamas. En tout cas, on suivra les derniers développements avec vous, notamment. Merci beaucoup, Rina, et à très bientôt. Lana.